Bonjour à tous. Voici donc, comme annoncé, la première vidéo de la série sur le livre Ecology of the Planted Aquarium de Diana Wallstatt. Je tiens à préciser que j'entreprends cette série de vidéos avec l'autorisation de l'auteur, qui a bien voulu en plus répondre à mes questions au sujet du livre, ce pourquoi donc je la remercie infiniment. Diana, if you're watching this video, thank you so much. Avec cette série de vidéos, je vise trois publics. Un premier public d'abord qui n'a presque pas entendu parler du livre, qui ne sait pas trop de quoi il retourne, et donc je suis là pour leur faire découvrir ce que c'est. Un deuxième public qui connaît le livre, qui en a entendu parler, qui sait plus ou moins de quoi ça parle, mais qui a peur de l'acheter parce que c'est de la biologie, c'est de la chimie. Ils ne sont ni biologistes ni chimistes, ils ont peur de rien y comprendre. Je vous rassure tout de suite, vous verrez à travers ces vidéos que ça s'adresse à des aquariophiles, donc pas besoin de sortir d'un doctorat de sciences pour comprendre quelque chose. L'anglais est aussi un obstacle, mais l'anglais en fait ici est relativement simple. J'aurai l'occasion d'en reparler. Et enfin un troisième public qui de toute façon n'achètera pas le livre parce qu'il est trop cher, parce que c'est en anglais, parce que tout un tas de raisons. Alors si c'est une question de prix, il y a une version e-book qui est 2 fois moins chère que le livre papier. Sinon, pour cela, j'espère que cette série de vidéos leur fournira tout un ensemble de points clés qui leur permettront de mener leurs propres recherches. Effectivement, cette série vous permettra aussi de vérifier au passage vos connaissances en aquariophilie. Il y a certainement tout un tas de choses que vous ne connaissez pas ou vous ne connaissez pas très bien. Et c'est l'occasion de vérifier un peu où en sont vos connaissances. Je parle aussi de ce livre parce que c'est l'un des rares livres de référence vraiment sérieux sur des bases scientifiques destinés aux aquariophiles. Donc c'est quand même à connaître. À savoir tout de même, un petit détail qui peut être troublant, c'est que c'est un livre qui ne parle pratiquement pas de poissons. En effet, si on y réfléchit bien, la grosse difficulté de l'aquariophilie, c'est pas le poisson lui-même. Quand vous adoptez un chat ou un chien, vous vous occupez d'abord du chat ou du chien, vous vous occupez de l'animal lui-même. Pourquoi ? Tout simplement parce que son univers, celui dans lequel il vit, est le même que le vôtre. Il est comme vous, il a des pattes ou des pieds, il marche sur le sol, il respire de l'air, il mange des choses qui ressemblent à ce que nous mangeons nous. Donc, tout le monde sait, même intuitivement, s'occuper d'un animal comme un chat ou un chien. Je ne dis pas que c'est simple, mais c'est relativement simple. Dans le cas des poissons, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il ne s'agit pas seulement d'entretenir des poissons, il s'agit de monter tout un écosystème. Donc vous comprenez bien que c'est une tâche extrêmement complexe que de monter un écosystème complet qui fonctionne pour pouvoir accueillir des poissons. Et c'est à ce genre de questions que cherche à répondre le livre. Donc on va parler de tout ce qui entoure les poissons, sauf les poissons eux-mêmes. La forme de cette série, c'est tout simplement un résumé, chapitre par chapitre, du livre de Diana Wallstatt. Je tiens à préciser, ça c'est un avertissement, que ce résumé sera quand même relativement complet. Je vais exposer tous les points clés, toutes les choses importantes à savoir, et ça pourrait donner une fausse impression de complétude. On pourrait avoir l'impression qu'une fois qu'on a vu ces vidéos, c'est bon, on a tout compris, on peut se lancer. Non, c'est pas du tout aussi simple. Le livre va beaucoup plus loin que ça. Alors en effet, dans le livre, vous allez trouver des questions-réponses, c'est-à-dire des cas pratiques, des cas concrets exposés par des lecteurs, des gens qui se sont adressés à Diana Wallstatt et auxquels elle va répondre. Vous allez trouver aussi des tableaux qui vont lister des substances chimiques, des espèces, etc. Vous allez trouver aussi les listes de références, c'est-à-dire tous les ouvrages, tous les articles sur lesquels l'auteur s'est appuyé pour rédiger son livre. Sachant que le livre fait environ 200 pages, le résumé ne représente que 10% en gros. Donc, je vous conseille vivement de beaucoup vous renseigner ou d'acheter le bouquin si vous voulez, mais ne vous lancez pas tête baissée après avoir regardé ces vidéos. Je vais donc faire une petite présentation rapide de l'auteur. Vous la voyez ici posant à côté d'un aquarium de 200 litres, fait selon sa méthode bien sûr. Vous remarquerez au passage quelque chose qui ressemble à une filtration. Vous voyez la masse noire à droite du bac. Je vous rassure tout de suite, ce n'est pas une filtration normale, c'est juste une filtration mécanique, il n'y a pas de support biologique.
En fait, Diana Wallstadt récupère souvent les filtrations pour en faire des moyens de brassage, de filtration mécanique et de chauffage de l'eau. Pour revenir à Diana Wallstadt, elle va obtenir en 1967 un diplôme sanctionnant un parcours de formation en microbiologie. Elle fera ensuite carrière comme technicienne de laboratoire en recherche biomédicale. Et de cette carrière, elle va tirer beaucoup de connaissances en biologie et en chimie qui vont lui permettre ensuite de mieux comprendre le fonctionnement des aquariums. Elle est née dans une famille d'aquariophiles, donc elle monte des aquariums depuis son enfance, mais sans jamais vraiment réussir de bons aquariums plantés. Et c'est seulement bien plus tard, après une courte pause dans son activité aquariophile, qu'elle va reprendre avec l'idée de mettre au point une méthode vraiment fiable pour faire des aquariums plantés qui fonctionnent vraiment. Et c'est là donc qu'elle va remettre en question toutes les connaissances acquises en aquariophilie pour se diriger vers un type d'aquarium sans filtration et reposant sur un substrat de type naturel. À partir de ces expériences, elle va commencer à soumettre des articles à des magazines aquariophiles américains qui seront refusés dans un premier temps. Alors, les raisons pour lesquelles ils sont refusés, je ne sais pas. Peut-être que ça a été mal accepté. Il se trouve qu'en France, ceux qui font de l'aquariophilie naturelle sont aussi assez mal considérés par les autres. Ils sont souvent considérés comme des sortes d'assassins de poissons, je ne sais pas. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé pour elle. En tout cas, ces articles ont été refusés dans un premier temps, et elle s'est dit qu'il allait falloir argumenter davantage pour faire passer son expérience aquariophile. Elle a donc accumulé pendant de nombreuses années toute une documentation sur les écosystèmes aquatiques, le fonctionnement des plantes, etc. Jusqu'au jour où elle a eu suffisamment de matériel de base pour rédiger son fameux livre qui est sorti pour la première version en 1999. Actuellement, nous en sommes à la 3e version. Nous allons donc maintenant aborder le livre proprement dit. Donc la première partie dès maintenant, qui est dans l'introduction. La deuxième partie concernera le pouvoir assainissant des plantes afin de rendre l'eau de l'aquarium plus apte à recevoir des poissons. Une troisième partie qui va concerner l'allélopathie, c'est-à-dire les interactions chimiques entre les plantes, les algues et éventuellement les poissons. Une quatrième partie qui va détailler le rôle des bactéries. Une cinquième partie va détailler les sources de nutriments pour les plantes, donc comment fournir des nutriments pour que les plantes poussent bien. Une sixième partie va parler plus particulièrement du carbone, absolument essentiel pour les plantes. La septième partie va aborder l'écologie de la nutrition des plantes, c'est-à-dire l'influence qu'ont les plantes sur leur environnement, mais aussi l'influence de l'environnement sur les plantes à travers la nutrition. En huitième partie, les substrats qui sont bien sûr absolument essentiels pour le bon fonctionnement d'un aquarium naturel planté. Donc nous verrons quelles seront leurs caractéristiques les plus importantes. L'avantage aérien, alors ça c'est un petit peu particulier, cela va concerner les plantes qui ont la capacité d'accéder à l'atmosphère. Donc il y a des plantes strictement aquatiques qui restent toujours dans l'eau, mais vous avez aussi des plantes comme les plantes flottantes ou les plantes palustres qui vont avoir la capacité donc de capter le dioxyde de carbone, la lumière directement dans l'air, ce qui leur offre un avantage énorme, on va voir lequel exactement. Une dixième partie sur le contrôle des algues, alors ça c'est une partie qui avait été très attendue évidemment parce que beaucoup d'aquariophiles ont ce genre de problème. Et enfin une onzième partie qui va détailler la mise en place et la maintenance d'un aquarium. Alors il s'agit d'un canevas bien sûr, après à adapter selon vos besoins, selon les types d'aquarium que vous faites. Alors je dois dire que mon expérience aquariophile n'est pas immense, puisque ça ne fait que 3 ans que je maintiens des aquariums. Et je croyais plus ou moins que l'aquarium naturel planté répondait à une sorte de besoin écolo de faire des aquariums absolument naturels sans recourir à des méthodes artificielles du commerce, mais que c'était, sans être idiot, que cela procédait d'une mode. Et en fait, pas du tout. On apprend avec Diana Wallstadt que ce type d'aquarium est très ancien. Évidemment, l'idée de recréer un écosystème complet pour héberger des poissons, c'est une idée qui tombe sous le sens et il est normal que des gens y aient pensé déjà depuis très longtemps. Ce n'est pas très original en soi finalement. Et donc pourquoi les méthodes high-tech se sont imposées? Tout simplement parce que ces aquariums naturels, malheureusement, échouaient souvent. Parce qu'on ne maîtrisait pas du tout
la botanique, le fonctionnement des plantes, on ne comprenait pas bien les interactions avec le sol, l'eau, l'atmosphère, etc. Et beaucoup d'aquariums se plantaient lamentablement, et ceux qui fonctionnaient, ils fonctionnaient, mais on ne savait pas pourquoi. Donc, les méthodes high-tech se sont imposées, donc on s'est retrouvé avec des éclairages très élaborés, de l'injection de CO2, des filtrations, du nettoyage, des produits, etc. Mais entre-temps, la science a progressé, et même si on a encore beaucoup de choses à apprendre dans ces domaines, on a beaucoup évolué dans la connaissance des écosystèmes aquatiques. Et aujourd'hui, on commence à être en mesure de vraiment bien comprendre comment fonctionne un écosystème aquatique et de le reproduire dans un aquarium. Attention, la méthode naturelle n'est pas une méthode facile, il ne faudrait pas croire. C'est une méthode qui est beaucoup moins chère, effectivement, qu'un aquarium high-tech, ça nécessite beaucoup moins de matériel. Par contre, ça nécessite beaucoup de connaissances au préalable, donc beaucoup d'études. Il faut ouvrir beaucoup de bouquins, il faut comprendre beaucoup de choses. Et une fois qu'on a bien compris comment tout ça fonctionne, on peut commencer à se lancer sur ses premiers aquariums. Alors les caractéristiques d'un aquarium naturel planté, ou dit low-tech, c'est un aquarium qui va contenir peu de poissons. Alors attention, ça ne signifie pas que ça contient moins de poissons qu'un aquarium normal. Dans n'importe quel aquarium, il faut éviter de mettre trop de poissons de toute façon. La filtration est réduite, voire tout à fait absente. On ne nettoie pratiquement pas son aquarium. Alors effectivement, ça peut paraître surprenant, mais le nettoyage de l'aquarium va en fait rompre des chaînes biologiques, des ensembles de processus qui sont absolument essentiels pour le fonctionnement de l'aquarium. Donc un aquarium naturel ne se nettoie pas. Il se caractérise aussi par un grand nombre de plantes et de préférence une grande variété d'espèces. On va voir pourquoi. Il va abriter de nombreux micro-organismes, et ce d'autant plus qu'on ne va pas trop le nettoyer. Il faut un éclairage modéré, un éclairage suffisant pour donner un avantage aux plantes par rapport aux algues, mais pas excessif, sinon ça va profiter aux algues. Et enfin, un substrat enrichi avec, par exemple, du terreau de rempotage, c'est-à-dire du simple terreau de jardinage, mais pas n'importe lequel, on va en reparler. Dans un low-tech, on aura aussi très peu de changements d'eau à faire, puisque ce sont les plantes qui vont s'occuper d'assainir l'eau. Les changements d'eau sont en fait dictés par le fait de limiter la pollution, parce que l'air ambiant va forcément venir apporter tout un tas de poussières, de composés pas toujours très recommandables pour la qualité de l'eau, et de temps en temps, changer d'eau permet de la rendre un peu plus propre. Mais sinon, si vous avez la chance de vivre dans un milieu qui est très peu pollué, les changements d'eau ne sont pas du tout nécessaires. Nous allons aussi y trouver un pH extrêmement stable, qui ne tendra quasiment jamais vers l'acide. L'entretien d'un low-tech est extrêmement simple, puisque c'est un aquarium qui semble trouver ses solutions seul. Quand il est bien prévu à la base, à la limite, moins vous y touchez, mieux il fonctionne. Alors bien sûr, depuis le début, on parle beaucoup des plantes. Alors à quoi servent précisément les plantes dans un aquarium ? Alors on va voir ça en détail. Les plantes vont protéger les poissons en réduisant le taux d'ammoniac dans l'eau. Ils vont aussi les protéger en retirant les métaux lourds, contrôlent le développement des algues en absorbant le fer, stabilisent le pH en l'empêchant de chuter vers l'acide. Les plantes vont aussi augmenter l'activité biologique du bac en apportant des surfaces supplémentaires sur lesquelles les bactéries et autres organismes vont pouvoir se fixer. Elles vont bien sûr oxygéner l'eau. Il faut savoir aussi, alors ça c'est une peur qui revient de temps en temps, c'est que se passe-t-il la nuit ? La nuit, les plantes respirent de l'oxygène, c'est vrai, mais il faut savoir que les plantes font beaucoup de réserves d'oxygène en fait, et elles vont surtout exploiter les réserves qui sont dans leur tissu. Donc finalement, les plantes ne vont pratiquement pas prendre d'oxygène dans l'eau. Donc il ne faut pas trop s'inquiéter de ce côté-là. Quand il y a de la lumière, bien sûr, les plantes vont retirer le CO2 de l'eau, et un rôle qu'on ne leur connaissait pas très bien jusqu'à maintenant, les plantes empêchent le substrat de devenir toxique grâce aux racines. Effectivement, les plantes ont une influence sur le substrat grâce aux racines qui se développent à l'intérieur. Normalement, un sol qui est bien planté ne pose pas de problème particulier. Et donc tout le livre va concerner la bonne croissance des plantes, car ce sont vraiment les plantes qui vont permettre le bon fonctionnement de l'aquarium. Et on va voir tout au long des chapitres comment favoriser la croissance des plantes, une bonne santé des plantes. Alors, avec ces divers points, d'abord en considérant les nutriments, bien sûr, comment on va leur apporter les nutriments,
comment on va contrôler les algues, puisque les algues sont capables d'être très envahissantes et d'être aussi toxiques pour les plantes, elles peuvent tuer les plantes, donc il faut faire attention à les contrôler au mieux. Dès que les plantes vont pouvoir prendre l'avantage par rapport aux algues, ce ne sera plus un problème, mais il faut pouvoir donner cet avantage aux plantes. Le substrat nutritif, bien sûr, le bon choix, la bonne composition du substrat nutritif va permettre d'améliorer grandement la croissance des plantes. Les bactéries vont décomposer les matières organiques et produire du CO2, et vous savez très bien que le CO2 est essentiel aux plantes. On va favoriser, dès que c'est possible, le développement aérien des plantes, car c'est grâce à ce développement que les plantes vont avoir de meilleures capacités de croissance et d'assainissement de l'eau. Bien sûr, l'apport de lumière est absolument essentiel, cela va sans dire. Et enfin, la sélection des diverses espèces végétales. On va voir que certaines espèces vont être tout à fait à l'aise, d'autres beaucoup moins. Et le fait de multiplier les espèces va permettre de donner un ensemble qui va fonctionner d'autant mieux, notamment contre les algues et aussi améliorer l'assainissement de l'eau. C'est donc la fin de cette première partie. Alors on n'a pas encore vu beaucoup de choses, mais je vous rassure, ce n'est que l'introduction. Plein de choses nous attendent dans les parties qui vont suivre. Je vais essayer dans la mesure du possible de sortir une vidéo par semaine. Mais bon, au niveau planning, je ne sais pas comment ça va se passer, donc je ferai de mon mieux. Je suis désolé s'il y a du retard de temps en temps. J'essaierai, dès que l'occasion se présentera, de m'avancer sur mon travail si c'est possible, de manière à tenir mes délais. Mais bon, quoi qu'il arrive, ça sortira, vous inquiétez pas, quitte à attendre un petit peu. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, prenez soin de vous et à la prochaine.